Aujourd'hui, nous allons parler du couple, pourquoi c'est complexe lorsque l'on a un trouble bipolaire, comment communiquer dans son couple, comment gérer sa libido, l'impact des phases et du traitement justement sur la libido, et comment faire lorsque l'on est célibataire pour augmenter ses chances de faire de bonnes rencontres. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage et on aide les bipolaires à trouver un accompagnement idéal. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé en bipolarité et j'aide les bipolaires à mieux vivre et gérer leur bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Aujourd'hui, on va parler du couple et de comment est-ce que le couple va justement impacter notre vie, parce que c'est quand même une part importante, souvent la personne qu'on voit le plus au quotidien. Et on va peut-être commencer un tout petit peu par quelques chiffres, et notamment pourquoi est-ce que c'est complexe le couple. Euh, alors, il y a assez peu de chiffres sur le sujet en France, mais en tout cas de ce que j'ai pu trouver, mais c'est des chiffres assez anciens, notamment le taux de mariage est beaucoup plus faible que sur la population globale. On peut se rendre compte, c'est quasiment divisé par deux. On va avoir un taux de divorce aussi qui est plus important. Donc là, c'est un peu plus que 2 même. C'est 18% par rapport à 44%. Donc beaucoup de bipolaires divorcent. Mais ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes dans le sens où ils sont faits sur des échantillons qui sont assez faibles et ils sont assez anciens. Mais je pense quand même qu'il y a une part de vérité et que c'est plutôt une tendance qu'il faut prendre en compte. Après, il y a quelque chose qui est, entre guillemets, assez logique, c'est que lorsqu'on est, entre guillemets, bipolaire, on est bien sûr une personne, mais en même temps, un petit peu trois personnes différentes. Comment est-ce que tu l'expliquerais, toi, Julien? Et oui, en fait, c'est finalement quand on a un trouble bipolaire, donc on a différentes phases. On a la phase haute et on a la phase basse. Et on a aussi la période dans laquelle on est en intervalle libre, dans laquelle on est stable. Donc finalement, on pourrait distinguer trois personnalités. La personnalité quand on est en phase haute, la personnalité quand on est en phase basse et la personnalité quand on est en stabilité finalement. Et c'est en ça qu'on peut dire que finalement, vivre avec une personne bipolaire, c'est vivre avec trois personnes, trois personnalités différentes et du coup, on va vivre des choses qui sont différentes aussi durant ces différentes phases. Oui, c'est vrai que on est la même personne dans le sens où on pense la même chose, on a les mêmes comportements, mais dans l'énergie, par exemple, on sait que c'est quand même très différent. Et c'est pas toujours facile, il faut se mettre un petit peu dans la situation de la personne qui complète notre vie. Ça peut être assez particulier. Moi, je pense par exemple à mon ex, où je pense que le fait de passer d'une phase où j'étais plutôt en dépression, où elle était au centre de ma vie, concrètement, parce que c'était la personne que je voyais le plus et où j'avais le plus de facilité à échanger, à des moments en intervalle libre où c'était un peu plus classique, et à contrario, dans des phases hautes, où à ce moment-là, elle était moins importante dans ma vie parce que j'avais tendance à avoir plus d'activités, à avoir plus d'amis, à faire plus d'événements professionnels. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment pour notre deuxième moitié, de vivre avec ces différentes phases. Il y a aussi un sujet qui est quand même important, ça va être un petit peu la peur et le tabou sur la maladie. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu, Julien? Ouais. Déjà, si je peux rajouter des choses par rapport aux différentes personnalités et notamment des exemples. Moi, avec mon ex, du coup, clairement, j'avais trois personnalités différentes, hein, dans le sens où quand j'étais en phase basse, j'avais envie de la quitter. J'avais souvent l'envie de tout quitter, tout arrêter pour partir voyager seul et faire un tour du monde. Donc j'avais cette personnalité-là qui avait voyageuse, etc., mais en mode solo et tout quitter. Cette idée de tout quitter, ça revenait très régulièrement. En stabilité, finalement, je vivais bien le fait qu'on soit en couple et puis j'avais pas ces idées de tout quitter ou alors à l'inverse, j'avais pas non plus que comme quand je suis en phase haute le côté où j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses en même temps. Et du coup, c'est en ça qu'on différencie vraiment différentes personnalités. Et je voulais du coup donner mon exemple personnel.
Et Ouais, du coup, non, par mais rapport au tabou et à la peur de la maladie, c'est un vrai sujet. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est pas évident de parler de sa maladie parce que ça peut faire peur quand les gens ils connaissent pas ce que c'est exactement la bipolarité. Et moi, alors avec mon ex, c'est venu à peu près au bout de 3, 4 rendez-vous, je pense. Donc c'est venu assez rapidement et je pense que c'est intéressant de pas mettre trop de temps avant d'en parler. Et après, moi j'ai eu donc la personne avec qui j'étais resté pendant 3 ans. euh, on n'avait vraiment aucun mal à discuter de ça. On communiquait vraiment beaucoup autour de ça. Donc c'était une facilité pour moi. Ça facilitait pour moi la gestion du trouble bipolaire en tout cas. Et c'était vraiment devenu un pilier finalement aussi à ma stabilité, le fait de communiquer avec elle de ma maladie. Et toi, comment tu as vécu justement ce côté peur et tabou de la maladie avec ton ex ou tes autres copines? alors, en fait, quand j'ai connu mon ex, je ne savais pas que j'étais bipolaire, donc je n'avais pas été diagnostiqué, et donc j'ai été diagnostiqué pendant notre relation. Et c'est vrai que je pense que ça a pu aider d'un côté, mais de l'autre, ça a rendu aussi quelque chose d'un peu complexe pour notamment elle, dans le sens où elle n'avait pas signé pour ça, entre guillemets. Et je pense que ça a eu un impact dans notre rupture, même si c'est pas le seul, dans le sens où euh, bah, ouais, on avait commencé quelque chose avec, entre guillemets, en sachant des informations, et là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et, et c'est vrai que c'est un peu particulier dans le sens où moi, je me mets à sa place et c'est pas facile tous les jours de se dire mon copain, il est bipolaire, donc déjà, il va en parler publiquement. Donc, comment est-ce que mes amis, ma famille va le percevoir? Ce qui n'est pas facile, ça reste encore un sujet un peu tabou en France. Et puis, en plus de ça, quels vont être les impacts dans ma vie? Est-ce qu'il va être en mesure d'être un père? Est-ce qu'il va être en mesure d'avoir des responsabilités? Parce qu'il est vrai qu'on est quand même un peu moins stable que la moyenne. Ça ne veut pas dire du tout qu'on n'est pas en mesure et pas capable de fonder une famille, mais je pense qu'il faut faire, entre guillemets, encore plus d'efforts que les autres. Et ça, c'était des vrais sujets, et je pense que ça a été un facteur important. Hmm. C'est vrai que bon, là, je fais un peu presque de la thérapie, mais en tout cas, c'est quelque chose de récent et je tenais un peu à en parler. Euh, Dans le sens où, mais je pense que c'est différent avec chaque personne. Et Et tu vois, quand tu dis, ouais, justement, on parlait aux proches, donc ça, moi, ça me renvoie du coup à mon passé, du coup, quand j'étais avec mon ex, et du coup, j'ai parlé de ma maladie avec ses parents. Et j'étais très stressé d'en parler, mais au final, ça s'est bien passé et ça a été reçu mieux que je l'avais imaginé finalement. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter non plus, en fonction des cas, hein, en fonction des situations, du contexte, etc., d'en parler justement avec les personnes qui sont concernées en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important de communiquer à propos de ça. ouais, clairement. Et c'est important de communiquer, mais pourtant, c'est pas toujours facile. Et, et bon, je l'ai fait avec mes proches, mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je comprends hein, ce côté un petit peu tabou. Et par exemple, moi, je ne l'avais pas dit à ses parents, dans le sens où bon, ça faisait des années que je les connaissais et je ne leur ai pas annoncé que j'étais bipolaire, entre guillemets, ces derniers temps. Et dans le sens où c'est quand même assez particulier. Je me suis jamais posé la question, mais je pense que ça aurait pu être une option, dans le sens où c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'on a peur un petit peu de choquer ou de faire peur. Hélas, on est encore dans une société en France où, lorsqu'on dit qu'on a une maladie psychologique, comme la bipolarité, il y a certaines personnes qui ne vont ne pas comprendre. Et on est encore dans une société où on nous dit, mais attends, la bipolarité, tu sais, on utilise presque le terme bipolaire comme une blague. Ah, mais t'es bipolaire parce que tu as changé de comportement.
alors que, bon, je le répète, hein, mais c'est une maladie qui est totalement acceptée par la communauté scientifique, qui a un consensus scientifique et qui est considérée par l'OMS comme la 6e cause de handicap. Et, mais il n'empêche que ça reste en France hyper tabou. Et on ne veut pas lever ce voile sur la bipolarité parce que on veut vivre dans un monde parfait. Mais ça change vraiment. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération là-dessus qui commence un petit peu à remettre un petit peu la maladie au centre du traitement et surtout la personne qui est bipolaire au centre de ses soins, on va dire. Je sors un peu du sujet, mais Ah, c'est intéressant. en tout cas, c'est vrai que bon, on parle de peur et de tabou, mais ça pourrait presque être une vidéo en tant que telle, Mm. dans le sens où moi, c'est quelque chose que je veux absolument changer. Enfin, c'est quand même anormal de penser qu'en France, on est quand même des millions de personnes à avoir une maladie psychologique. De bipolaire, les chiffres varient, mais en tout cas plus d'1 million de personnes, et de se dire que c'est encore tabou, c'est encore impossible d'en parler, que ce soit à son employeur, que ce soit à sa famille, et qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas. Je pense notamment à une réalisatrice que j'ai rencontrée la semaine dernière, qui elle a un père schizophrène, et qui me disait, maintenant son film est diffusé notamment pour les professeurs des écoles en Belgique, afin de faire comprendre aux professeurs que c'est des maladies qui existent et qu'en tant qu'enfant de personnes, notamment qui a une maladie psychologique, donc c'est les parents, c'est très particulier, il faut s'adapter, il faut comprendre ce que va vivre l'enfant. Mais ça change, il y a vraiment des choses qui s'améliorent et j'ose espérer d'ailleurs qu'on va se rapprocher du modèle canadien et notamment qui est beaucoup plus ouvert sur le sujet, et notamment au Québec, et il faut le dire, on doit s'inspirer d'eux parce qu'ils ont réussi un petit peu plus que nous, en tout cas, à lever ce tabou. Yes. Bon, on va repartir sur peut-être le couple, parce que je ne sais pas ton avis, Julien, mais je pense qu'il y a matière vraiment à une Ouais, vidéo dessus. il y aurait matière à travailler et à creuser encore le sujet du tabou et justement la vulgarisation aussi, la compréhension de la maladie bipolaire. Ouais. Et du coup, je vous propose qu'on passe un peu sur le côté, comment on fait pour communiquer justement quand on est en couple. Et, euh, et toi, quelles sont justement tes expériences en termes de communication au niveau du couple? Alors, c'est vrai que c'est hyper important, en fait, de dire à la personne avec qui on partage notre vie, de nous prévenir surtout. C'est la personne qui, entre guillemets, est la plus à même à détecter nos phases, que ce soit des phases basses ou des phases hautes, et surtout d'être très clair dans le sens où je veux savoir. Je ne vais pas toujours être en mesure de pouvoir comprendre par moi-même dans quelle phase je suis, mais toi, tu vas pouvoir le faire. Et je pense que c'est hyper important de l'expliquer et même de déterminer des règles dans peut-être ces phases. C'est-à-dire que si jamais je suis en phase basse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je vais être capable de faire certaines choses, mais peut-être que d'autres, j'en serais pas capable. Mais quel est un peu le plan d'action? Il y a même quelque chose qui existe, et on mettra le lien, qui s'appelle un plan de crise, pour notamment lorsque la phase est beaucoup trop importante, que ce soit dans une phase haute ou une phase basse, pour donner à la personne l'autorisation de, par exemple, contacter le psychiatre, potentiellement de contacter ses amis, ses parents, voire même d'aller en rendez-vous avec un médecin. Euh, je pense à une histoire où l'ami de quelqu'un que je connais, qui est bipolaire, en fait, il l'a fait venir à l'hôpital parce qu'il considérait que c'était la meilleure manière à faire pour l'aider. Et heureusement qu'il l'a fait. Mais du coup, voilà, il y a des choses comme ça. Et là, je parle des choses extrêmes, mais peut-être que toi, tu peux nous expliquer ce que tu vois aussi dans la communication. Il y a peut-être des choses voilà, auxquelles je n'ai pas pensé.
Mais je pense que ouais, la communication dans le couple, elle est hyper importante et je pense qu'il faut communiquer un maximum, ne pas hésiter à faire part de ses pensées aussi parce que moi je pense avec mon ex par exemple je lui disais hein, que j'avais envie de la quitter et en fait c'était un signal que j'étais en phase dépressive et en fait ça a pas mal dédramatiser la situation, de débloquer la situation quand j'étais en phase dépressive, de justement lui dire, bah écoute, là, je sens que je suis dans une phase, j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de te quitter. Et en fait, bah après avoir dit ça, naturellement, ça avait tendance à remonter. Parce qu'on avait communiqué correctement et dans la bienveillance aussi. Je pense que la communication qui est dans la bienveillance est hyper important et qu'il n'y ait pas de jugement vis-à-vis de la maladie. Donc là, je parle plutôt aux proches de bipolaire et essayer d'être dans la compréhension. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que des fois, peut-être qu'on fait des choses qui sont incompréhensibles aussi, mais la communication, pour moi, c'est la base, en fait, d'une stabilité, en tout cas. C'est l'une des bases de la stabilité, et ça permet vraiment de tendre vers cette stabilité sur le long terme, que de communiquer justement au couple. Et tu l'as très bien dit, c'est finalement la personne avec qui on est, eh ben, elle va pouvoir détecter les moments où on est moins bien et pouvoir justement agir pour prévenir et aussi pour guérir, entre guillemets, la phase dans laquelle on vit, quoi. Oui, oui, ou sans même parler de guérir, ne serait-ce que d'aider. Ouais. Et aider à son niveau, enfin, je pense que c'est aussi important, si jamais il y a des proches de personnes bipolaires qui nous écoutent, c'est ne restez pas seul dans le fait d'aider. C'est pas à vous d'assumer tout ce qui se passe. Il y a aussi des organismes, il y a aussi des professionnels de santé qui peuvent vous aider, comme des associations, comme des psychiatres, etc. Et justement, tu as un petit peu parlé de ce sujet-là, mais en termes de communication, est-ce que tu diffères un petit peu ton mode de communication selon ta phase, que tu sois en phase haute, basse ou même plutôt en phase de stabilité? Bah déjà, avec le temps, j'ai appris à checker dans quelle phase je me sentais. Et en fonction bah, de comment je me sentais, je vais communiquer. En fait, je vais naturellement dire, par exemple, moi, je parle, voilà, si on parle avec mon ex, j'allais lui dire, bah, écoute, là, je me sens dans une phase basse ou je me sens dans une phase haute ou je me sens stable. Et en fait, ma conjointe, du coup, mon ex-conjointe, elle me disait, ah oui, bah, moi, je te sens comme ça ou je te sens comme ça. Et à partir de là, bah, comment on fait pour justement retourner vers la stabilité? C'est quoi le plan d'action qu'on met en place pour retourner vers une stabilité? Et du coup, à partir de là, bah, ça va être, bah, je contacte mon psychiatre ou alors on va aller prendre l'air, on va aller faire une balade, on fait une pause, je demande un arrêt maladie ou ce genre de choses. En fait, on met en place vraiment un plan d'action qui va permettre de retourner vers la stabilité. Et toi, comment tu faisais justement pour communiquer avec ta copine vis-à-vis des phases et vis-à-vis de la bipolarité? C'est vrai que c'est quelque chose, je pense que je ne faisais pas assez, dans le sens où bon, je lui parlais de ces choses-là, mais j'avais parfois du mal à mettre le sujet sur la table, dans le sens où j'avais des fois tendance un petit peu à faire comme si de rien n'était parfois. Et bon, j'en parlais, mais pas vraiment, et j'allais pas en profondeur dans les choses en tout cas. Et j'avais tendance à beaucoup écrire, notamment dans mon Hmm. journal intime. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais tendance à faire différemment, tu vois, un peu plus communiquer sur le sujet pour justement chercher des solutions. Et ouais, me voilà, tu vois, c'est des choses. C'est quelque chose qui est assez dur hein, à communiquer finalement, le côté où finalement on se sent pas bien en fait, où on se sent différent et on a honte aussi. Moi, je sais que j'ai une partie qui a honte de rechuter en fait finalement et du coup de communiquer derrière sur bah, cette rechute et sur cette honte, bah, c'est assez dur à avouer. Bah écoute, là je suis dans une phase basse et j'ai honte d'être dans une phase basse, j'ai honte de te faire subir ça aussi. Mhm. C'est quelque chose qui est pas facile à vivre. Ouais, clairement. Clairement, mais pourtant, c'est l'une des clés, la communication, Ouais. et c'est hyper important. Et du coup, ouais, il y a une chose qui me vient quand même à l'esprit, c'est
quel est l'impact, à ton avis, du fait d'être en couple par rapport à une stabilité, Julien? Ben, je pense que, alors, il y a des personnes qui sont très bien célibataires. Je pense qu'il y a des personnes, elles veulent pas être en couple et elles sont plus stables en étant célibataires qu'en étant en couple parce que ça, justement, le côté prendre en compte une personne en plus pour elles, ben ça va les déstabiliser, elles vont pas se sentir bien. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être en couple, hein, finalement, euh, entre guillemets. Et après, je pense, pour ceux qui ont envie d'être en couple, eh ben, que c'est un pilier, un des piliers aussi de la stabilité. Si le couple, bien sûr, est dans une belle dynamique, c'est-à-dire qu'il y a de la communication, que les gens, que les personnes, elles s'aiment, et qu'on n'est pas dans un couple qui est destructeur finalement, que ce soit pour l'une ou pour l'autre personne, hein. Mais pour moi, c'est un des piliers, et c'est un des piliers qui est aussi difficile à gérer. Donc, il faut bien cadrer. Bah, enfin, c'est pas, de toute manière, ça dépend de chaque personne. Et ce que tu dis là, c'est que chacun est différent. Et ça dépend aussi de son couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il y a des couples qui vont très bien ensemble et qui permettent, en tant que bipolaire, bah, d'avoir une certaine stabilité. Mais à contrario, il y a des couples qui vont être néfastes. Je pense notamment au fait d'avoir peut-être une personne avec qui on vit qui va avoir des horaires en décalé ou qui va bah, consommer, que ce soit de l'alcool ou des drogues. Ça peut être à ce moment-là destructeur et pas du tout quelque chose de stabilisateur. Et certaines personnes aussi préfèrent vivre seules plutôt qu'en couple parce qu'ils arrivent à mieux gérer les choses et à cadrer leur vie à leur rythme sans penser à une autre personne. Et c'est vrai que c'est important de cadrer sa vie, mais il faut le faire avec son couple. Et ce qui est jamais vraiment facile de trouver ce juste milieu. C'est vrai que pour ma part, je pense que ça peut être une très bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, mais que dans le meilleur des mondes, c'est vrai que ça peut être assez extraordinaire pour la stabilité. Et finalement aussi, c'est le cas pour les personnes qui sont pas bipolaires. C'est juste que nous, on vit les choses peut-être plus intensément. Et du coup, les variations, on va les vivre plus intensément. Et potentiellement, ça peut déstabiliser de manière plus importante euh, le fait d'être en couple. Clairement. Clairement, bah, au niveau de l'émotion, de toute façon, c'est la maladie de l'humeur, comme on dit, la bipolarité. Donc, on est émotif et c'est sûr que ça nous impacte. Mm. Euh, on va parler un peu d'un autre sujet qui va être la libido, qui est un sujet dont on parle assez peu d'ailleurs, et pourtant qui est assez particulière lorsqu'on est bipolaire. Est-ce que nous en parler un petit peu, Julien? Ouais, du coup, la libido, alors, si je parle un peu de mon expérience personnelle, j'ai tendance à avoir une libido qui est élevée, sachant que je pense qu'on a une plus forte libido du coup qu'on est en hypomanie ou en manie que quand on est en dépression. C'est pas quelque chose qui est, je pense, un fait dans tous les cas, mais je pense que les tendances vont dans ce sens. Après, donc, moi, je sais que le traitement, ça peut réguler justement cette libido, ça peut changer cette libido. Et je pense notamment à moi, dans le sens où j'avais une plutôt forte libido. Et avec mon nouveau traitement, ben, cette libido, elle a baissé. Et toi, quelle est ton expérience justement par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, du coup? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans une phase haute, on va avoir une libido souvent plus importante et que dans une phase basse, elle a tendance à baisser. Et ça, c'est vrai que bah, c'est un vrai impact, hein, notamment dans son couple. Et bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler ouvertement. Faut pas, je pense, enfin, le fait de se faire du bien à soi-même, notamment lorsqu'on a une libido importante, est presque nécessaire. Je pense que c'est un peu particulier d'en parler, mais c'est important. Ça évite, entre guillemets, de faire des conneries. Et donc, c'est important, justement, d'en avoir conscience.
Les traitements peuvent bien sûr avoir un impact sur cette libido, mais c'est quelque chose, c'est un peu comme on en parlait la dernière fois, c'est important de communiquer et c'est important, notamment si nécessaire, d'adapter son traitement. Ça peut être un vrai plus. Euh, Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je ne sais pas si donc, de ton côté, tu avais d'autres choses sur la libido. Non, et je pense qu'il faut aussi, du coup, moi j'en ai parlé à mon psychiatre à ce niveau-là. Et c'est des personnes qui peuvent être à l'écoute justement, à son psychologue. Et ça peut permettre, parce que c'est quand même un sujet qui est délicat, qu'on va voir comme délicat, à en discuter. Et en parler à une personne neutre, ça permet de dédramatiser aussi certaines choses et de se libérer un peu de cette tension peut-être de tout garder pour soi concernant ce sujet-là. Ouais, bon, on revient toujours à la communication qui est quelque chose d'essentiel. Mm. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu au fait de parler du célibat, parce qu'on parle du couple, mais comme on nous parle de deux pôles de manière générale, c'est le principe de la chaîne, c'est de parler de l'autre pôle qui est le célibat, et notamment le célibat en tant que personne bipolaire. Bah, comment, par exemple, vivre son célibat, à ton avis, ou même plutôt, on va parler du fait de comment rencontrer quelqu'un, par exemple. Mm. Et déjà, le célibat, alors, on a tendance à se dire, bah, enfin, moi, j'ai tendance à me dire des fois aussi, bah, je suis célibataire et c'est moins bien que d'être en couple. Et alors que non. Justement, moi, je suis dans un état d'esprit où j'essaye justement de profiter du fait que je suis célibataire pour faire des choses que je n'aurais pas fait si j'étais en couple. Et je pense notamment à peut-être, là, je pense à voyager un peu seul et à profiter du fait d'être en couple, de voyager où je veux, quand je veux et de la manière dont je veux. Je pense au fait de faire ce que je veux durant mes journées, sans avoir justement cette contrainte de prendre en compte une autre personne. Et je pense que avant de chercher à rencontrer quelqu'un, apprendre à se connaître et à apprécier des moments seuls, c'est important aussi. Et bon, ça fait un peu cliché de choses. Bah, apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Mais mais je pense que c'est important et je suis en train de le faire et je remarque que ça a des bénéfices justement de faire ça avant de rencontrer quelqu'un et donc d'apprendre à mieux se connaître. Et pour répondre à ta question du coup, pour comment faire pour rencontrer quelqu'un, du coup, ben, en fait, il y a pas 36 000 solutions non plus. Hein. C'est vraiment le côté, bah, soit on va sur un site de rencontre. Après, si on n'aime pas, moi, par exemple, je m'inscris à des speed dating. Donc moi, j'ai des speed dating qui se déroulent dans les villes qui sont alentours. Donc je me suis inscrit à des speed dating. Moi, ça permet de rencontrer différentes femmes et de manière assez ludique puisqu'on rencontre, enfin on est en présentiel, donc moi je trouve ça fun. Et après, ça va être bah, faire des rencontres tout court. Et moi, je pense à aller à des soirées, à faire des activités. Par exemple, je fais de la salsa, donc je rencontre des gens à la salsa, faire du sport, avoir des loisirs. Et c'est tous des lieux là où on va pouvoir rencontrer des gens, finalement. Et donc, potentiellement, rencontrer quelqu'un qui pourrait nous plaire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ce niveau-là? C'est vrai que c'est assez récent, donc c'est encore difficile hein, d'en parler, mais je pense que ce que tu dis est entièrement vrai. Il y a plein de moyens de faire des rencontres et, et, et pour autant, des fois, c'est bien aussi de prendre un petit peu de temps avant de se relancer tout de suite dans une histoire. Après, moi, j'avoue que c'est des sujets aujourd'hui que je ne maîtrise pas du tout. J'ai été plus de 5 ans en couple, donc c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Et je pense que c'est important, comme tu le dis, de trouver le bon côté des choses. Il n'y a pas que du négatif à être célibataire. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, par exemple, c'est le fait de me réveiller à l'heure que je veux, de me coucher à l'heure que je veux. Ça m'aide beaucoup au niveau du sommeil. Lorsque je sens que je suis fatigué, généralement, je vais me coucher beaucoup plus tôt que ce que j'avais l'habitude. Et si je me lève à 7 heures, je n'attends pas le réveil. Il faut que je me lève, il est 7 heures, je me lève, je ne vais pas attendre 7h30. Et un peu aussi sur pas mal de choses comme la liberté d'agir, de faire des activités. Donc ça, c'est quand même assez agréable.
Et puis après, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'il y a des choses, bien sûr, qui me manquent, mais c'est des choses qui vont prendre du temps et faut laisser le temps, en fait, aux choses. Euh, Ensuite, bon, après, il y a quand même deux, trois choses. Je pense qu'on parle beaucoup de rencontrer quelqu'un, mais on ne parle pas vraiment de qui rencontrer. Et il ne faut pas, à mon avis, aller dans ce cliché du je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, donc je suis prêt à rencontrer n'importe qui. Et, mais c'est dur d'avoir ce juste milieu. En tout cas, de faire très attention, notamment si la personne ne va pas avoir un impact négatif. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait une vie un peu trop bercée de drogue, de soirées jusque pas d'heure. C'est peut-être un vrai risque, notamment pour remettre en cause sa stabilité. Et il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Je ne sais pas si toi, tu as un avis sur le sujet, Julien. Ouais, je pense que finalement, il faut sélectionner, hein. Faut avoir des critères de sélection qui prennent en compte la maladie, finalement. Enfin, moi, ça me choque pas du tout de faire des sélections. Par exemple, je pense au site de rencontre. J'ai des critères qui fait que si, je like ou je le like pas, entre guillemets. Et c'est les mêmes choses en présentiel. Dans ma speed dating, j'ai des critères qui font que je vais me dire, non, cette personne, elle me correspond pas. Parce que soit c'est fonction, un critère qui correspond pas à ma maladie, un état d'esprit peut-être qui correspond pas au fait de ma maladie, mais ça peut être d'autres critères qui correspondent pas dans le sens hors maladie, dans le sens physiquement. Ou je pense qu'il faut se mettre des critères, pas forcément des critères très élevés, hein, mais au moins avoir un minimum de critères justement pour se dire cette personne me correspond ou cette personne-là me correspond pas. Ouais, clairement. Tu as entièrement raison. Et c'est vrai que, il y a aussi autre chose, je trouve, qui est assez intéressante. C'est que lorsqu'on est bipolaire, selon la phase dans laquelle on est, ça va être plus ou moins facile de faire des rencontres. Et je pense que c'est un vrai sujet qui est assez particulier dans le sens où lorsqu'on est dans une phase basse, en pleine dépression, c'est déjà compliqué généralement de parler aux gens qu'on connaît. Donc de là, aller rencontrer de nouvelles personnes, c'est encore plus dur. Alors qu'à contrario, dans une phase haute, on va avoir tendance à plus facilement aller vers les gens, vu qu'on va être désinhibé et on va avoir moins peur. Et donc, c'est un vrai sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de justement ces phases et de l'impact que ça peut avoir par rapport aux rencontres? Ouais, mais c'est vrai que on a moins tendance à aller socialiser avec des personnes quand on est en phase basse. Et je pense que du coup, c'est pas la meilleure phase pour aller faire des rencontres. Et peut-être laisser passer cette phase, justement, avant de faire des rencontres, ou profiter de faire des rencontres pour justement changer cette phase. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être un facteur de changement de phase. Et, ouais, le côté, peut-être quand on est en phase haute, si on a conscience qu'on est en phase haute, faire attention à la manière dont on sociabilise, dans le sens où bah, on va peut-être aller dans les excès et puis on va peut-être regretter derrière quand on sera en phase basse d'avoir réagi de telle ou telle manière, justement, avec les gens. Oui, oui, clairement. Et je pense qu'il faut être aussi un minimum pragmatique, dans le sens où c'est plus compliqué de rencontrer lorsqu'on est en phase basse. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, autant aussi en profiter dans une phase stable ou dans une phase haute pour faire des rencontres. Hmm. Euh, Après, je ne suis pas expert du tout du sujet, mais en tout cas, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Et il faut être un minimum honnête, en fait, dans le sens où... mais après, c'est toujours la même chose, c'est de faire, comme tu le disais, la bonne rencontre. Et justement, on parle de rencontres, de nouvelles personnes, mais à quel moment, toi, tu aurais tendance à en parler, justement, Hmm. que ça soit à ta copine, enfin, à quel moment, en fait? Ouais. Mais, moi, j'ai plutôt tendance à le dire au bout de 3, 4 rendez-vous. Enfin, c'est pas une règle, hein. J'ai pas mis de règle là-dessus, mais c'est ce que j'ai remarqué sur les différentes rencontres que je fais. Bon, j'ai rencontré différentes nanas, etc.
Mais en général, je le disais au bout de trois quatre rencontres. Ce qui fait que aussi, les nanas avec qui ça matchait pas au bout de deux rencontres, trois rencontres, bah, je l'avais pas forcément dit et du coup, je culpabilisais pas par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de le dire à partir du moment où finalement, on commence à se dire, bah, cette nana m'intéresse vraiment, j'ai envie d'apprendre à la connaître mieux. Et là, bah, là, je vais lui dire dans le sens où au moins elle est au courant et bah, en fonction de elle aussi, bah, elle va pouvoir prendre sa décision si elle veut continuer ou pas. Parce que clairement, c'est un critère qui fait que potentiellement la personne va ne pas vouloir continuer. Ouais, c'est un sujet que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vraiment en parler, mais ça me semble assez logique ce que tu dis, dans le sens où pas la première chose qu'on va dire à une soirée, Non. et ce qui est normal, et par contre, pour autant, faut quand même pouvoir en parler. Euh, il y a beaucoup de choses en fait à faire et comme à éviter. Je ne sais pas si toi, tu avais des conseils par rapport à ça, Julien. Mais alors, naturellement, je dirais qu'il faut éviter d'en parler les premiers rendez-vous directement, comme ça, de but en blanc. J'aurais tendance à dire aussi qu'il faut rencontrer justement pendant des phases qui sont stables, voire hautes, mais attention aux phases hautes quand même pour ne pas être différent de quand on est en phase stable. Enfin, pour ne pas être différent, pour ne pas être dans l'excès finalement plutôt. Et donc ça, c'est voilà, euh, à éviter de faire des rencontres quand on est après, c'est classique, hein, mais quand on est bourré ou quand on est sous l'influence de drogue, dans le sens où derrière, ça va être compliqué de construire une relation, potentiellement, hein, toujours, mais une relation qui va dans le sens d'une stabilité et de quelque chose de constructif. Après, c'est tellement, ça dépend tellement du contexte, des personnes aussi, et du milieu dans lequel on vit, des habitudes qu'on a. C'est un sujet qui est un peu compliqué. Toi, quelles seraient les clés pour toi pour réussir justement une rencontre et les choses à éviter? Bah, je dois avouer que je peux difficilement en parler parce que je ne connais pas. Bon, bah, j'espère peut-être connaître, mais pour l'instant, c'est vrai que je vais passer mon tour. Mais ce que tu dis est assez logique, hein, de manière générale. Et aussi, du coup, on n'en a pas encore parlé, mais le côté journal intime. Euh, Ça me paraît hyper important de garder un journal intime dans lequel on va écrire des choses qu'on ne dirait pas forcément à son conjoint ou à sa conjointe. Et ça permet de décharger de la pression aussi. Des fois, on pense des choses, on les écrit, et en fait, on pense une toute autre chose 2 minutes après. Et même limite l'inverse. Donc, c'est important de pouvoir se décharger sur un cahier et pas forcément tout dire à son conjoint ou à sa conjointe, ce qui peut être difficile pour la conjointe ou la conjointe, justement. Et un petit conseil aussi pour les conjoints ou conjointes, ne lisez pas le journal intime de la personne qui est bipolaire, parce que clairement un facteur de risque de rupture, parce que c'est ce qui est écrit dans le journal intime, c'est pas la réalité, forcément. Euh, c'est pas parce qu'on pense quelque chose bah, que c'est une vérité pour nous en fait. Donc évitez de justement aller voir ce journal intime qui peut clairement détruire un couple. Ouais, mais c'est important. Je pense que tout ce que tu dis là est pertinent. Si je pouvais, à part si tu avais d'autres choses à ajouter, mais un petit peu résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, bah, on a un sujet qui est quand même hyper important, qui est le couple. Et c'est vrai que le couple, lorsqu'on est bipolaire, c'est des choses qui sont un petit peu moins stables que bah, pour la plupart des gens. Notamment, il y a un petit peu plus de divorces, il y a un petit peu moins de mariages. Et pour autant, c'est vrai que c'est aussi parce que c'est un peu tabou et il y a une petite peur de la maladie. C'est des choses qui sont en train de changer, mais c'est quelque chose qui existe. Il faut se mettre à la place de sa copine, de son copain ou plus. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans le sens où la personne vit avec un petit peu trois personnes différentes. La phase personne qui est un peu dépressive, la personne qui est stable et la personne qui est plutôt maniaque. Et d'où l'importance d'avoir une communication qui va être
essentiel et qui va être la clé du couple. Le fait de pouvoir échanger, que ce soit dans les phases hautes, dans les phases basses, de savoir comment faire, notamment lorsqu'on va dans une phase, d'avoir un petit peu un plan d'action. Et ça, c'est ce qui permet en fait de garder les liens et de réussir généralement son couple. Ce qui est important aussi, c'est de bien gérer sa libido. En tant que bipolaire, on peut avoir des fois des phases d'hypersexualisation, notamment dans les phases hautes, et rien que tel que d'en parler à son psychiatre, mais aussi de pouvoir se faire plaisir soi-même, et puis de potentiellement changer son traitement. Et c'est un peu l'inverse dans les phases basses, et toujours, on en parle, mais de la communication. Et ensuite, on a vraiment évoqué le sujet du célibat, que c'est quelque chose qui est des fois mieux qu'un mauvais couple, et qu'en tant que bipolaire, il faut faire, entre guillemets, des démarches un petit peu différentes parfois pour faire des rencontres. Notamment, on sait que c'est plus compliqué de rencontrer quelqu'un lorsqu'on est en dépression. On sait aussi que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un lorsqu'on est stable et qu'il faut faire attention dans les phases hautes. Dans le principe, c'est dans la communication avec sa compagne ou son compagnon, c'est peut-être pas toujours le dire dès le début, mais en tout cas le dire, parce que c'est un sujet qui est important et qui peut briser ou pas un couple, notamment au début de la relation, et il vaut mieux que ce soit au début que par la suite. Ensuite, donc c'est très important aussi de garder son jardin secret et de pouvoir en fait échanger de manière intelligente pour faire avancer les choses. Voilà, c'est quelque chose de très personnel, le couple, gardez-le à l'esprit, chacun a des avis différents, chacun a des envies différentes. Et ça, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je voulais tout simplement vous remercier pour nous avoir écoutés. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit like. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.